Elle est là pour près de 3 ans et c'est la nouvelle vedette de Saint-Martin-la-Plaine. Née au début du mois de février, ce petit ourson malais a déjà attendri les équipes du zoo qui la soignent. Voilà. C'est une grosse satisfaction d'avoir ce bébé qui est né parce que c'est le travail de toute une équipe, hein, aussi bien les soigneurs qui s'en occupent que nous qui les soignons. Toute l'équipe qui s'occupe de cet ours, c'est toujours des naissances exceptionnelles comme ça et c'est toujours des beaux moments. Donc quand on a un bébé et encore en plus un bébé d'une espèce qui est rare, c'est vraiment une grande satisfaction pour tout le monde. Nous on est super émus, c'était l'événement qui a vraiment ému tout le monde et c'est vraiment une belle naissance. Et puis les ours, il y a le beau côté ourson qui ressort, donc ça c'est vraiment super. Ouais. La dernière naissance de cette espèce en Europe remonte à 2022. L'arrivée de cet ourson est donc un phénomène très rare et ça, le zoo en a bien conscience. C'est une belle réussite parce que d'une, il n'est pas beaucoup, les ours malais sont très peu prolifiques, il n'en est pas beaucoup dans la population qui est présente dans les parcs zoologiques en Europe. Pour par exemple, le dernier qui est né en France, c'est l'an 2000, donc ça fait 25 ans. La reproduction de l'ours malais est très importante en parc zoologique puisque on fait de la conservation en dehors du milieu naturel parce que la population est très en danger d'extinction dans la nature. Elle disparaît pour différentes raisons. Déjà, il y a la déforestation, donc qui réduit l'habitat. Donc il y a 40% de la population des ours qui a disparu en 30 ans, donc ce qui est énorme. Et ensuite, il y a aussi tout ce trafic de bébés ours qui sont destinés à des animaux domestiques ou alors dans les fermes de Bill. Pour l'instant, l'ourson vit avec sa mère et le zoo a prévu de lui faire rencontrer son père qui vit dans l'enclos voisin pour pouvoir rassembler cette nouvelle famille. Au revoir bébé ours. Les momies. Elles fascinent les Occidentaux depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais saviez-vous que Grenoble tient un rôle important dans la recherche sur l'Égypte antique ? Au XIXe siècle, les frères Champollion travaillent à Grenoble, ils y étudient leurs premières momies et apportent des réponses sur les rites funéraires de cette période longue de 3000 ans. L'une d'entre elles est présentée juste à côté de moi, c'est la petite momie. Et Jean-François Champollion décrit très précisément ce qu'il en comprend, le cartonnage de cette momie qu'il identifie comme une momie de femme, son masque doré et ce qu'il comprend également de l'embaumement de cette momie. Cette momie n'a pas été montrée au public depuis 30 ans. C'est dans le cadre de l'exposition Curieuse momie au musée Champollion de Vif qu'est présentée cette collection. Autour d'elle se trouvent des objets chargés d'histoire. Mais entre les vases funéraires et les sarcophages se trouve un ingrédient étrange. La poudre de momie, utilisée jusqu'au XXe siècle comme onguent, pigment pour peindre ou même engrais. Pour comprendre cette pratique qui nous paraît aujourd'hui assez choquante, il faut parler du bitume de Judée que l'on voit dans la vitrine. Dès l'Antiquité, on va utiliser du bitume pour la conservation et comme remède. Et on sait que des mélanges comprenant du bitume ont été utilisés pour momifier les corps. On racle les bandelettes des momies pour récupérer cette substance. Au XVIe siècle, le terme évolue et désigne le corps tout entier et l'usage va se répandre de réduire les corps en poudre. Pierre Paumet, qui est un marchand droguiste au XVIIe siècle, explique qu'elle peut soigner des tas d'affections, la paralysie, l'apoplexie, différentes plaies. Après cette période de fascination, les découvertes s'enchaînent. En 1886, la momie de Ramsès II est démaillotée, mais subit près de 90 ans d'humidité. Au XXe siècle, à Grenoble, les laboratoires du synchrotron et d'art nucléaire ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de recherche et de traitement. À Grenoble, au sein du Centre d'énergie nucléaire, on va créer un laboratoire art nucléaire qui va s'illustrer dans le sauvetage de la momie de Ramsès II. Donc la momie de Ramsès II présentait des problèmes de conservation où elle était conservée au Caire. Et c'est l'équipe de Christian de Tassigny qui va proposer d'utiliser le rayonnement gamma pour traiter la momie, notamment de champignons dont elle est infestée. L'exposition Curieuse momie présente plus de 70 objets dont certains ont été prêtés par le musée du Louvre. Profitez des visites gratuites de l'exposition jusqu'au 28 septembre 2025. Il n'y a pas que le café qui chauffe dans ce coffee shop situé à Annecy, les cerveaux aussi montent en température. À 25 ou 30 secondes, on rajoute 35 et à 55 secondes, on passe au reste. Ça fait une quinzaine d'années qu'en France, il y a des cafés de spécialité où on a découvert toutes ces subtilités dans le café et ses arômes. Moi, mon travail, c'est d'initier les gens à ça.
Alors des drippers, il y en a en verre, en céramique. Cela fait maintenant 1 an que le Drip Social Coffee Club propose des formations découvertes ou professionnalisantes comme ce jour-là. Au programme de cette seconde matinée, le café filtre, une technique d'extraction plus compliquée qu'elle n'y paraît. Il faut suivre un protocole parce qu'il y a tellement de variables et si on fait n'importe quoi, le résultat ne sera jamais bon. À la fois des paramètres en fait, techniques et puis des gestes à apprendre. C'est des gestes précis, donc effectivement, c'est pas simple. Noir, au lait, froid ou encore chaud, durant ces 3 journées de formation, le café est étudié sous toutes ses formes, autant sur le côté théorique qu'olfactif. Je leur offre dans cette formation vraiment tout ce qui est sympa d'avoir dans un coffee shop au jour d'aujourd'hui et qui est plus ou moins facile à proposer ou difficile. On va aussi voir les boissons alternatives, tout ce qui est matcha, chai, tout ça, qui se propose dans tous ces coffee shops. Réputé pour être la déclinaison du café la plus instagrammable, le latte fait évidemment partie de la formation. Impossible de passer à côté de ces gourmands dessins, et si lors de la démonstration, le latte art peut paraître simple, la réalisation s'avère plus compliquée. Vous mettez au centre de la tasse et ensuite des petits cercles concentriques. Et puis ensuite un peu plus de mousse et puis un mouvement vers le haut pour signer la tasse. Ça implique de s'entraîner, de se réentraîner, de faire des pauses aussi parce qu'à des moments on sature. Et puis ça reste que c'est une buse à 90-95 degrés, qu'il faut faire gaffe aussi, donc il y a des moments où il y a besoin de faire des pauses. À l'issue de ces 3 journées de formation et d'un examen final, les participants peuvent repartir avec un diplôme certifiant de niveau 1. Ils pourront ensuite passer le niveau 2, voire le niveau 3, pour approfondir davantage leurs connaissances. C'est le monument le plus visité en Isère. Le domaine de Visil, berceau de la Révolution française, accueille 800 000 visiteurs chaque année. Ce succès s'explique par la richesse historique du lieu, mais aussi par la beauté de son parc. Nous sommes devant un des points les plus célèbres du domaine départemental de Visil, avec derrière moi le beau château, donc, qui est le musée de la Révolution française maintenant. Et vous avez ici cette nappe d'eau. Vous avez quelquefois la chance de voir les oies bernaches qui sont en train de se poser sur le canal ou de voir nos cygnes qui se promènent. Industrie, hôtel ou encore résidence présidentielle, au fil des siècles, le château a vu passer de nombreux propriétaires. En 1973, l'État cède le domaine au département de l'Isère pour 1 franc symbolique. Le domaine est divisé en 3 parties. Le parc animalier de 40 hectares non ouvert au public, le parc champêtre et le parc paysager en face du château. Pour entretenir ces 102 hectares de jardin, Christian et son équipe utilisent des moyens peu conventionnels. On peut dire qu'on a 4 km linéaires de buis, donc on a de quoi faire et on les a traités contre bien sûr la pyrale du buis. On pose de nombreux nichoirs à chauves-souris qui sont répartis sur nos bâtiments. C'est intéressant de les voir habiter et de les voir attraper ces papillons ou de les voir picorer les chenilles sur nos buis. Il faut le faire, il faut utiliser toutes ces auxiliaires qui sont là pour aider les jardiniers pour limiter justement ce parasite. Du hêtre fougère au cèdre en passant par le platane, ce sont plus de 1553 arbres de 90 essences différentes qui ornent la partie paysagère du parc. On est devant 2 arbres tout à fait remarquables qui sont 2 ormes ici. Vu la grosseur du tronc, ils ont 90 ans, on va dire. Donc ils ont cette particularité, c'est d'être à la fois rares, puisqu'ils ont cette maladie qui les attaque. Et on a cette chance d'avoir sur le domaine 3 arbres. Donc on fait du mieux qu'on peut pour les préserver. On a exclu une zone de piétinement par rapport au public. Et on a apporté beaucoup de haubans dans l'arbre pour les protéger. Pour sa richesse esthétique et historique, le parc paysager est labellisé Jardin remarquable, une distinction décernée par le ministère de la Culture pour une durée de 5 ans renouvelable. Le 18 mai dernier, les joueuses du Savoie Handball Club de la Motte Servolex écrivaient la plus belle page de l'histoire de leur club en atteignant la finale de la Coupe de France fédérale à Bercy. Et même si les filles de Florian Botti s'étaient inclinées contre Nîmes ce jour-là, le SHBC avait bel et bien marqué les esprits. 3 semaines et demie plus tard, les Marmottes s'apprêtent encore à changer de dimension.
Ce mercredi 11 juin, le club savoyard a officialisé son rapprochement avec le Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball, institution du handball masculin. L'idée étant de faire grandir la structure. Le club seul de la Motte Servolex, c'est compliqué, il y a un cahier des charges qui est quand même élevé. On a une structure à côté de chez nous qui est la Team Chambé, qui a monté quelque chose de grand, de costaud. C'est une superbe image, ça va attirer des filles, c'est sûr, des joueuses qui ont déjà vu cette année dans notre recrutement, sont intéressées par le projet. Et je pense qu'elles sont d'autant plus intéressées qu'on s'est rapproché de la Team Chambé. Ça va nous apporter de la compétence aussi, parce qu'il y a des structures, il y a des professionnels. D'un point de vue sportif, ce regroupement a aussi la vocation de faire grandir le club Moteurin. Depuis plusieurs années, les Savoyardes évoluent en National 1, le 3e échelon du handball français, et elles ratent souvent de peu la montée en Division 2. Il y a un sentiment aussi de fierté. La Team Chambé, c'est une très belle équipe, une très belle structure. Donc le projet nous donne un peu plus d'envie, d'ambition. Là, on sait que si l'année prochaine, on se retrouve encore dans le haut du tableau, il peut y avoir un réel projet, une réelle ambition de montée. Donc sportivement, il va y avoir de l'enjeu. Ce type de projet nous permet de nous structurer et d'être éligible à une montée en 2e division. Et c'était le moment, parce que généralement, quand on commence à plafonner pas mal d'années sans pouvoir accéder à l'étage supérieur, on s'essouffle, et là je pense que c'était important de pouvoir avoir un second souffle qui arrive. Dès la saison prochaine, les filles de la Motte Servolex évolueront donc avec les fameuses couleurs noires et jaunes de la Team Chambé. Quant au futur nom de la nouvelle équipe, il n'a pas encore été arrêté. Pour le CSMBH, ce regroupement s'inscrit dans une certaine logique. Après Ambition 2020 et Horizon 2025, place à Cap 2030, un projet de grande envergure. Cap 2030, c'est continuer à asseoir nos 4 piliers, l'axe économique, l'axe ancrage sur le territoire, la féminisation du handball, et puis l'axe pôle performance et sportif. Donc on est sur ces 4 axes et la féminisation du handball à Chambéry en fait partie. Les filles de la Motte ont été championnes de France U17 la saison dernière, les garçons de chez nous ont été champions de France U18, donc on se dit qu'il y a un potentiel dans la région. On serait le seul club en Auvergne-Rhône-Alpes à avoir cette structure, donc on veut fédérer, on veut encore grandir, et c'est des projets structurants, et puis moi c'est des projets qui animent le club, qui nous animent. Et c'est important pour nous. En attendant de voir peut-être un jour Chambéry et la Motte Servolex jouer l'un après l'autre au phare en championnat, le handball savoyard devrait être le grand gagnant de cette alliance, que l'on espère proactive. Il est à peine 7h45 ce jeudi matin. Dans les couloirs du service mère-enfant du CHU de Saint-Étienne, les Blues Roses se préparent à accueillir leur jeune astronaute. Grâce à cette fusée, une reproduction d'un tunnel IRM avec les mêmes sons, les mêmes sensations, mais dans un univers rassurant, les enfants se préparent au vrai examen. Cette fusée, c'est un IRM factice, mais avec tous les bruits réels. Ça a été offert au CHU Nord pour passer les enfants avant la vraie IRM. Le but, c'est d'éviter toutes les anesthésies et les sédatifs. C'est quelque chose de très lourd pour les enfants. Comment on y arrive? C'est-à-dire que, d'une façon ludique, on fait découvrir à l'enfant le passage dans un tunnel, les bruits, les différents bruits. Ensuite, nous l'enregistrons et on lui montre s'il y a eu des bougées et pas bougées. On lui explique, on le fait faire la statue, etc. Suite à quoi, on peut le passer directement à l'IRMAS pour le réel. Les images visionnées, l'enfant diplômé est gâté d'un cadeau. Il reprend la direction de l'IRMAS, imagerie par résonance magnétique de l'agglomération stéphanoise, en suivant les pas des héros préférés, prêts à affronter l'examen réel sans anesthésie. Je trouve que c'est super bien et comme ça leur apprend à moins avoir peur de l'IRM. Et puis moi du coup, mon grand il en avait passé avant aussi, c'était super bien passé. On a un retour qui est extrêmement intéressant, non seulement des parents, ou des accompagnants, mais également du corps médical. Parce que vraiment, ils retrouvent l'enfant déjà prêt, qui n'appréhende plus le tunnel, qui n'appréhende plus les bruits, qui n'est plus surpris. Et il y a de très très bons résultats. Depuis 2018, plus de 90% des enfants prévenus par l'IRM en jeu stéphanoise passent leur IRM sans anesthésie et repartent plus fiers que jamais. Un gain de temps lors des examens pour les manipulateurs et médecins et une économie financière avec une importante baisse d'anesthésie ou d'utilisation de sédatifs.